Bonjour, alors aujourd'hui on va aborder rapidement un autre outil utile pour l'UX design, mais pour l'UX design, l'UI design, mais pour un usage un peu plus poussé. Voilà. Donc en gros, si vous êtes plutôt du côté de la création, que vous vous limitez à ça avec quelques interactions pour montrer quelques enchaînements, et que vous n'êtes pas très à l'aise avec les notions de script, de variables et de fonctions, Opy ne sera pas fait pour vous. En revanche, si vous êtes un peu à l'aise, parce que c'est pas non plus très compliqué, hein, les fonctions, les scripts et les variables, si vous êtes un peu à l'aise avec ça, ça va vous permettre de pousser plus loin le développement de vos interfaces. Voilà, donc on va voir rapidement en fait quelles sont les principales différences entre Protopie d'un côté par exemple et puis mettons Adobe XD de l'autre puisque je le connais bien, ou Figma qui est assez proche de XD. Voilà, donc là on a Protopie sous les yeux. Alors pour la création, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est un petit peu moins confortable que XD. Donc, vous pouvez très bien faire des choses dans XD et puis les importer dans Protopie. Si c'est des petits volumes, ça va. Si c'est des gros volumes, bon, à vous de juger de l'intérêt de commencer sur l'un pour passer sur l'autre ou de commencer directement sur Protopie. Pour vous donner des petites idées de différence, dans Protopie, par exemple, quand on fait une page scrollable avec un long contenu, bon, bah, en fait, il faut faire une boîte, un conteneur qu'on va rendre scrollable, euh, alors que dans XD, on va avoir une page très longue avec notre ligne de flottaison qui va limiter la page, hein. Si vous connaissez XD, ce que je raconte vous parle. Si vous ne connaissez pas XD, je peux vous le montrer. Euh, Bon, c'est des petites différences, tout ça, il y en a d'autres, hein, mais voilà, c'est des façons de faire le travail différemment. Donc, admettons, oh, j'ai pas pris le bon format. On va prendre un format mobile, ça sera plus parlant visuellement. Hop là, voilà. Bon, donc on sait que dans un format mobile, si on a une page avec un contenu qui déborde en longueur, on a ici notre ligne de flottaison. Ici, c'est ce qui apparaît dans l'écran en premier. Et ce qui vient en dessous, ben, il va falloir scroller pour aller le voir. Donc, on fait ça comme ça. Après, on connaît dans XD euh, les boîtes qui vont permettre de scroller ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, on le fait, là j'ai fait un objet, on le fait avec ces petites fonctions ici à droite, là, pile, qui permettent de scroller en hauteur ou en largeur. Voilà. Dans Protopie, ça va être systématiquement un système de boîte comme ça, mais un petit peu plus, bon, un petit peu différent. Bon, c'est pas mal aussi, voilà, mais c'est pas tout à fait pareil. Pareil, alors j'annule tout ce que je viens de faire, voilà. Quand on crée des pages dans XD, ben, on est sur un format un peu à la Illustrator, hein. On a des plans de travail sur un grand bureau, alors que dans Protopie, si je crée un nouveau document, une nouvelle interface, eh bien, je vais avoir des pages séparées. Je ne vais pas avoir un grand plan de travail. Je vais avoir des pages séparées qu'on appelle des scènes. Donc voilà, là, vous voyez ici, je mets trois scènes, c'est trois écrans différents. Donc, je ne les ai jamais sur le même plan de travail, hein. Euh, bon, dans XD, ce qu'on connaît aussi, c'est la répétition d'objets qui est très facile à faire, hein, vous vous en souvenez sans doute.
Si je crée, par exemple, un petit ensemble avec une photo, un texte, bon là, je vais juste mettre un rectangle, mais je crée un petit groupe d'objets, eh bien, c'est très facile de les répéter ensuite avec ici la grille de répétition. Voilà, et là, je peux répéter mes objets, régler leur espacement. Voilà, ça n'existe pas sur ProtoPie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, ah oui, on a les grilles de disposition. Alors, les colonnes particulièrement. Donc là, alors j'ai cru voir que ça a existé, mais visiblement ça n'existe plus. Alors, peut-être qu'ils considèrent que c'est pas quelque chose d'essentiel. À vous de juger. En tout cas, les grilles comme ça, vous ne les avez pas sur ProtoPie. En tout cas, j'ai cherché, je les ai pas vues. Si jamais vous les voyez, dites-le moi, mais je crois que ça n'existe plus. Que dire d'autre? Alors, il y a une chose qui est intéressante dans ProtoPie pour la création, en revanche, c'est que vous voyez, quand on choisit un format, on a tout de suite, un format de téléphone particulièrement, on a tout de suite le format qui est dessiné avec l'encoche et on peut même avoir tout de suite, en cochant voilà, cette case, les petits éléments qu'on voit habituellement en haut de nos smartphones. Donc là, on est dans la version iPhone. On peut passer en version Android et on aura la version Android de nos petits éléments d'information en haut d'écran. Voilà, donc vous voyez, là, il y a un petit plus du côté de ProtoPie. Bon, après, on peut chicaner, hein, voilà, est-ce que la création, c'est plus facile d'un côté que de l'autre? Bon, aussi, dans la manipulation des SVG aussi, quand on a un SVG dans XD, on peut remettre en couleur son fond, sa bordure en tant qu'objet SVG. Alors que dans ProtoPie, quand vous collez un SVG, il va être conforme à ce que vous avez collé, mais vous ne pourrez pas modifier sa couleur de fond ou sa couleur de bordure. Ça ne modifiera que la couleur du rectangle, du carré, enfin du conteneur du SVG en fait. Voilà. Donc ça, c'est les petites différences. Après, pour le reste, on a des deux côtés à peu près tout ce qu'il faut au niveau design, création. Donc on va faire un petit tour d'horizon. Ici, on a de quoi importer nos fichiers Figma, Adobe XD ou même Sketch. Là, il n'apparaît pas, mais a priori, c'est possible. Euh, enfin, de ce que j'ai lu dans la documentation, en tout cas. Et ça veut dire en fait qu'il va vous envoyer sur Adobe XD. Il va vous demander dans Adobe XD, ici, vous voyez, à gauche, en bas à gauche, là, j'ai... je vais faire un zoom. Voilà, ici, j'ai mes choix, hein, j'ai mes bibliothèques de composants, j'ai mes calques, et ici, j'ai mes plugins. Donc, voilà, et là, on voit, je l'ai déjà importé. J'ai importé le plugin ProtoPie. Donc, si je sélectionne une page ou un objet, je peux exporter, ou plusieurs pages, ou plusieurs objets, je peux exporter cela dans ProtoPie. Ça va garder les principaux aspects de design. Ça ne va pas garder les interactions, ça c'est sûr, hein, tout ce qui a été fait dans le prototype ne sera pas exporté, mais l'essentiel de ce qui a été fait en design sera exporté vers ProtoPie. Voilà, donc on peut passer un petit peu de l'un à l'autre. Après, je suis pas sûr que ce soit très confortable de constamment passer de l'un à l'autre, sauf si vous êtes des équipes vraiment séparées. Voilà. Alors, on va retourner dans ProtoPie et faire notre petit tour d'horizon. Donc, ici, on a de quoi importer. Après, ben ici, comme on l'a vu tout à l'heure, on a un petit volet qui liste toutes les scènes que l'on a créées, donc toutes les pages, tous les écrans qu'on a créés. Si on veut faire du scrollable, encore une fois, on peut, euh, voilà, on peut mettre du contenu plus bas que la page et bien au-dessus. Et après, on crée un conteneur qu'on rend scrollable et ça permet de scroller notre contenu comme une page.
Un petit détail près, c'est que quand on le fait dans XD, on a la barre de scroll qui apparaît sur les fenêtres dans le viewer, mais c'est pas le cas dans ProtoPie. Dans ProtoPie, c'est vraiment pensé digital, enfin manipulation avec le doigt en fait. Bon voilà, c'est un détail. Donc ici on a notre fenêtre de scène. Ici on a notre volet qui contient la liste de nos éléments, de nos calques. Donc on va créer un objet que vous voyez quand même que ça contient quelque chose. Voilà. Alors, il y a une chose aussi, c'est au niveau du zoom, il y a par exemple des côtés très pratiques dans le zoom sur XD qui vous permet de zoomer tout de suite sur un élément, de le mettre bien au centre, etc. Il n'y a pas tous ces petits conforts dans ProtoPie. C'est pas extrêmement gênant, mais c'est un petit peu moins confortable. Donc là, j'ai mes éléments, mes calques, et puis tout en bas, alors là, c'est un peu caché, voilà, j'ai aussi mes variables. Alors, ceux qui sont à l'aise avec la notion de variable savent de quoi ils retournent. Pour les autres, je vais l'expliquer tout à l'heure. Donc, on peut importer des médias, donc des images, des vidéos, des audios. Alors, caméra, je sais, j'ai pas trop vérifié ce qu'on importait en mettant une caméra. Oui, je pense que on peut, parce que bon, il y a beaucoup plus d'interaction aussi derrière avec les éléments d'un smartphone que dans XD. Donc, on peut actionner le micro, la caméra, la géolocalisation, etc. Tout ça, on peut le tester assez loin, assez profondément avec ProtoPie, d'où la présence de cet outil caméra qui permet, très probablement, je ne l'ai pas testé, hein, mais de voir ce qu'on est en train de filmer avec son smartphone. Et puis les lotis, ben, les lotis, c'est des petites animations faites avec en vectoriel, notamment faites avec After Effects. Hein. C'est des, voilà, c'est des petits éléments qu'on peut am amener fixes sans les jouer, ou qu'on peut jouer comme on joue une vidéo, on peut jouer l'animation ou ne pas la jouer. Voilà, donc on a tous ces éléments-là qui sont disponibles. Après, on a les classiques. Hein. Donc les classiques, ben, on a le fameux rectangle, le carré, on a le ovale ou l'ellipse, on a les polygones, on a les étoiles. Alors, autre petit détail de création, vous voyez, on a les coins ronds hein, dans ProtoPie, mais sur une étoile, vous n'aurez pas les extrémités rondes. Et puis, on a le background blur. Alors, le background blur, moi, sur mon smartphone, je le connais, sur Android, je ne sais pas si c'est le cas, mais en fait, quand on lance une application ou une action sur son iPhone, bah, des fois, on a tout notre écran de base qui reste un peu visible à l'arrière-plan, mais un peu flou. Donc, les background blur, c'est ça, en fait. C'est des éléments de flou qu'on peut régler. Hein. Il y a plusieurs types de blur. Il y a les light, il y a les dark. Voilà, et ça permet de voir ce qu'on a derrière. Donc là, si j'avais quelque chose de blanc, eh bien, sur un fond noir, bon là, bon, enfin, je pense que vous m'avez compris, hein, ça permet de voir. Je vais essayer de vous mettre une couleur différente. Voilà. Hop. Voilà, ça permet de déclencher un flou, d'amener un flou sur tout l'écran actuellement affiché pour montrer autre chose par-dessus. Voilà ce que c'est le blur. Donc ça, c'est un élément de plus hein, qu'on n'a pas dans l'autre. Après, on a les textes. Alors, les textes, ben, la chose intéressante, comme on a des fonctions, comme on a des variables, et comme on a des scripts d'interaction assez poussés, euh, des, des éléments, les événements, hein, la liste des événements est beaucoup plus importante que dans XD, et la liste des réponses, des interactions est également plus poussée. Donc ça permet, alors on a l'objet de texte classique comme dans XD, mais on a aussi les inputs, les champs, puisqu'on va pouvoir simuler vraiment quelqu'un qui rentre, par exemple, son identifiant et son mot de passe, le fait que son mot de passe est testé, si ça déclenche une erreur ou si ça déclenche au contraire une connexion. Ça, dans XD, on le simule en gros. Hein.
mais pas vraiment. Alors que dans ProtoPie, on va pouvoir le simuler vraiment. Donc, on a cet outil input pour mettre des vrais champs dans lesquels on va pouvoir écrire et qu'on va pouvoir utiliser, récupérer et modifier dans des variables. Voilà, et puis je voulais en mettre un là, et je n'y arrive pas. Pourquoi? Ah, voilà. Des champs avec le placeholder, hein, chose qu'on n'a pas non plus dans XD. Voilà, qui est pratique quand même. On a les conteneurs. Alors les conteneurs, bon, en fait, c'est les trois mêmes, hein. Ça, c'est juste le conteneur général, fixe. Donc le conteneur, c'est quoi? C'est un groupe en réalité, dont vous pouvez masquer ce qui dépasse ou pas. Et puis les scroll conteneurs et paging conteneurs, bah, c'est des conteneurs. Et si je crée un conteneur ici, hop, voilà. Alors oui, il faut glisser vers le bas, sinon ça ne marche pas. Ah, il y a un autre truc intéressant aussi, c'est que, vous voyez, on a le point ici de, de positionnement qui est en haut à gauche de base, mais on peut choisir de l'avoir, vous voyez, à droite ici, dans la palette des réglages, on peut choisir de l'avoir au centre. Et ça, bon, c'est intéressant pour certains calculs, pour certains placements. Voilà. Donc le conteneur, ben, c'est un carré, un rectangle, dans lequel on va pouvoir mettre voilà, nos éléments. Donc là, j'ai mis mon carré rouge dans mon conteneur. Et donc maintenant, si je déplace mon conteneur, le carré vient avec, puisque ça devient un groupe. Voilà. Et si je déplace mon carré dans le conteneur, vous voyez, tout ce qui dépasse apparaît, mais il suffit que je coche ici euh, Clip Sublayers, et je fais disparaître tout ce qui dépasse de mon conteneur. Donc pareil, si vous mettez des coins ronds sur un conteneur et que vous laissez apparaître ce qui dépasse, vous ne verrez peut-être pas toujours vos coins ronds. Je m'explique. Si ça, c'est dans l'angle, voilà, que je mets un coin rond sur mon conteneur, hop. Bon, ben là, comme j'ai clippé ce qui dépasse, je vois mon coin rond. Mais si je ne l'ai pas fait, ben, je ne vois pas mon coin rond, pourtant il est bien réglé. Euh, Ça, je l'ai fait en bas à droite, hein, dans les réglages ici. Il y a une autre petite case sur laquelle j'attire votre attention aussi, c'est Make Lower Layers Touchable. Ça veut dire qu'en fait, quand quelqu'un va toucher, imaginons que vous ayez plusieurs éléments superposés, euh, vous avez la possibilité d'interrompre un événement. Je m'explique. Si vous cliquez sur un carré au premier plan et que derrière, il y a un autre objet au deuxième plan, l'objet du premier plan va prendre l'événement clic et va réagir pour faire ce qu'il a à faire en fonction de ce clic. Et celui qui est à l'arrière-plan derrière, parfois caché, va aussi prendre le clic et faire ce qu'il y a à faire. Donc ça, vous pouvez le stopper, hein, c'est une notion qu'on connaît bien en JavaScript. Donc ça peut être intéressant de maîtriser en fait, notamment quand on met un pop-up par exemple par-dessus une fenêtre sur laquelle il y a derrière d'autres boutons. Ben, quand on clique dans le pop-up, on n'a pas envie que les gens, par erreur, lancent des actions par des boutons qui sont cachés derrière. Donc voilà l'intérêt de la chose. Donc ça, on le maîtrise en fait comme on veut, comme on le choisit. Donc le container, ben après, voilà, on peut le rendre scrollable ou pas. Donc soit d'emblée, on demande qu'il soit scrollable en largeur ou en hauteur. Enfin, en hauteur, c'est peut-être multidirectionnel, je ne sais plus. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai le réglage scrolling. Donc pour un conteneur de base, il n'y en a pas. Si je fais un scroll, je peux scroller en largeur ou en hauteur, avec des rebonds, etc. Je peux modifier des petits réglages. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout ça, c'est pas le but de cette vidéo. Ou en paging. Alors en paging, en fait, ça veut dire que vous scrollez par morceau de temps de pixels en largeur ou en hauteur. Voilà. Donc voilà nos éléments de base pour la création, plus les composants, hein, un peu comme dans XD, c'est-à-dire que vous pouvez enregistrer un élément dans votre librairie de composants avec ses caractéristiques de design, mais aussi ses interactions, donc sa façon de gérer les événements et d'y répondre, les clics, etc. Qu'est-ce qu'il fait s'il a un clic?
Donc tout ça va s'enregistrer dans le composant. Voilà, ça c'est pour la partie en haut à gauche. Pour la partie ici, complètement à droite. Donc on a nos réglages, en fait, hein, classiques. Donc là, comme j'ai rien sélectionné, j'ai le réglage de page. Donc je peux régler le fond de page. Je peux régler ici, vous voyez, le contenu de page. Alors c'est les pictos Android là que j'avais choisi tout à l'heure. Je peux décider, j'ai mis n'importe quoi. Euh, voilà, vous voyez, ils se mettent en rouge. Et pareil, la zone qui les contient, euh, bon là, c'est pas visible sur iOS. Je crois que ça fonctionne. Bon, enfin, il y a un moment, si vous voulez, ça dépend peut-être des formats des téléphones, où le petit arrière-plan, il y a une petite bande de couleur qui se... Ah oui, je sais pourquoi ça marche pas, c'est que je l'ai laissé à 0 d'opacité. Voilà. Donc, vous voyez, ça vous crée ici. Attendez, je vais revenir sur Android. Hop, voilà. Donc, je me remets à 100 ici. Voilà. Et donc, la petite bande du téléphone en haut qui contient les icônes propres au téléphone se met en couleur de fond, si on veut. Donc, ce petit système de la barre de statut du téléphone, c'est bien pratique. Ça évite d'avoir à le redessiner. Voilà, donc toutes ces options de réglage, alors il y en a plein, hein, on ne va pas rentrer dans le détail, enfin pas trop, on va peut-être rentrer un peu dedans quand même, mais pas trop. Euh, donc bien sûr, on a le positionnement, le redimensionnement dynamique hein, qui est possible, vous voyez les réglages qu'on reconnaît comme XD. Euh, et surtout, on a, par exemple ici, je suis sur un input, et donc je vais avoir un contenu de texte euh, que je vais pouvoir maîtriser. Je vais pouvoir maîtriser aussi le type de clavier que je vais afficher dans le téléphone. Donc, par exemple, quand on est sur un élément, on doit rentrer que des nombres, eh bien, si la personne clique sur le champ, ça lui affichera que le clavier des nombres. On va le tester si vous voulez, juste pour regarder. Là, je fais des petites parenthèses à droite, à gauche qui... Voilà, j'ai pas fait de plan hein, sur cette vidéo, donc je pars peut-être un peu dans tous les sens, mais au moins on survole quelques petits trucs. Donc là, je dis que c'est un champ de type number, que la touche entrée devra contenir la mention Go. Et donc, si je fais la preview, voilà, hein, comme dans XD, j'ai une fenêtre de preview. Donc, si je clique, vous voyez, sur mon input, eh ben, ça me met aussi par défaut les bons claviers, en fait. Donc là, j'ai demandé un clavier avec des nombres. Mais si j'avais demandé, si j'avais demandé un clavier classique de texte, voilà, enfin, si j'avais dit que mon champ était un champ de texte, enfin, que je voulais le clavier texte pour un champ de texte, et bien là, hop, maintenant, si je clique sur le champ, il me met le clavier de texte. Donc ça, c'est bien pratique. Donc vous voyez, ça pousse quand même assez loin les tests d'interaction. Et là, c'est qu'un aperçu, hein. Ça va vraiment beaucoup plus loin. Qu'est-ce que je voulais vous montrer là-dessus? Oui, voilà, j'ai un champ de texte. Euh, donc, une ligne simple ou multiligne. Donc là, je peux mettre du texte par défaut dedans, hein, qui va s'afficher et qui sera modifiable. Hop. Enfin, qui sera modifiable en preview, je veux dire. Voilà, hop, si je vais en preview, attendez, je vais pousser ma tête là, qui nous gêne tout le temps, voilà. Ici, bon, bah, du coup, c'est un texte de preview, voilà. Si je l'efface, je peux le corriger. Donc, j'ai de la police de caractère, etc. Je voulais vous montrer autre chose, je ne sais plus ce que c'est. Ah bah si, c'est des valeurs de texte, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, je peux... non, ben, on parlera de ça après. Donc voilà, enfin, il y a plein de réglages. Il y en a peut-être un peu plus hein, que dans XD, puisqu'il y a quand même plus de possibilités de tests.
Et donc ensuite, on arrive aux fonctions et aux variables. Alors, euh, une variable, c'est un élément invisible qui contient une information. Donc, je ne vais pas appeler ça un cookie parce que c'est pas écrit sur le disque, ça reste dans la mémoire. C'est-à-dire que quand vous fermez, les variables ne sont pas conservées. C'est comme voilà, c'est un petit espace dans la mémoire qui contient des informations, un peu comme votre disque contient des cookies. Et ben, votre application, tant qu'elle est ouverte, elle contient des informations qui vont permettre de travailler. Alors, par exemple, si je crée une variable ici, je vais créer une variable, alors, soit pour juste une page, un écran, une scène, soit pour toutes les scènes. Donc là, on va la créer pour toutes les scènes. Je vais l'appeler le nom. Voilà. Et donc, cette variable, pour l'instant, eh bien, alors là, ah oui, il faut que je précise si c'est une variable de nombre, si c'est une variable de texte ou si c'est une variable de couleur. C'est-à-dire que je peux stocker dans cette petite partie de la mémoire que j'ai appelée nom, un nombre, un texte ou une couleur. Bon, bah, comme c'est un nom, je vais dire que c'est du texte. Je pourrais mettre un texte par défaut, je peux aussi ne rien mettre. Donc pour l'instant, c'est une variable texte vide. Donc elle ne contient rien. Et quand je vais ajouter une interaction, par exemple, sur ce champ de texte, eh bien, je peux indiquer que au clic ou à la validation, vous voyez, au return, vous voyez, ça, c'est tous les événements avec lesquels je peux interagir. Donc, il y en a quand même plus que dans XD. Hein. Donc, le tap, c'est le clic. Le double tap, c'est le double clic. Le touchdown, c'est quand on descend le bouton ou qu'on touche le bouton de la souris ou qu'on touche sans relever le doigt. Le touch-up, bah, c'est quand on relâche la souris ou le doigt. Le long press, c'est quand on reste enfoncé au moins un certain temps. Admettons une seconde, ça se règle. Hein, ça. Voilà. Le fling, c'est quand on commence à bouger un objet et qu'on le lâche très vite, hop, comme ça. Vous voyez, tac, je commence à le toucher, hop, je l'envoie un petit peu, puis je le lâche. Ça, c'est le fling. Le pull, alors le pull, ah, je voulais pas faire ça, voilà. Le pull, en fait, c'est vous tirez un objet jusqu'à au moins un certain point, un passage frontière en quelque sorte. Et si vous dépassez ce point, alors il est considéré comme ayant été tiré. Sinon, quand vous le relâchez, si vous n'avez pas dépassé un certain point en hauteur ou en largeur, hein, peu importe, eh bien, il revient à sa position initiale. Le drag, à l'inverse, dès que vous touchez l'objet que vous déplacez, il suit votre doigt, il se déplace, il ne revient pas à sa position, il reste là où vous le relâchez. Le pinch, ben, le pinch, c'est le zoom avec les deux doigts, hein, vous connaissez. Alors, ça, on ne peut pas le tester avec la souris. Il faut vraiment le tester avec un smartphone. Hein. Le rotate, ben, c'est pareil, c'est comme le pinch du zoom, hein, avec deux doigts, vous pouvez faire, et je cherche le verbe, rotationner, je ne sais pas comment on dit en français, vous pouvez basculer un élément, lui faire effectuer une rotation. Voilà, le chain, vous pouvez, alors ça, on est dans les conditions, vous voyez, là, on était dans le toucher, maintenant, on rentre dans les conditions. Donc là, vous pouvez, avec le chain, définir qu'à partir du moment où vous avez euh, un objet, enfin, vous pouvez avoir deux objets sur une scène, et vous pouvez demander à ce qu'un objet détecte que si l'autre objet a des paramètres qui changent, comme sa position, eh bien l'objet 1 a des paramètres qui changent, l'objet 2 va changer lui aussi certaines choses. Alors, exemple simple, hein, vous pouvez avoir je sais pas moi, un thermostat. Et ben, vous allez avoir un gros bouton rond que vous allez tourner, et puis au-dessus, vous allez avoir des chiffres qui vont changer. Bon, ben ça, c'est une condition. C'est-à-dire, si je tourne le rond dans un sens, les chiffres augmentent. Si je tourne le rond dans l'autre sens, les chiffres baissent. Le range, c'est une condition, en fait, si vous franchissez une ligne, par exemple, vous avez un objet qui est à gauche. Si, voilà, tant que vous le déplacez à gauche de l'écran et que vous le relâchez, il revient à sa position. Si vous le déplacez à droite d'une frontière que vous avez tracée au milieu, ça va déclencher d'autres choses.
Le start, c'est quand vous arrivez sur une page, en fait. Ça peut déclencher automatiquement des opérations, des animations, etc. Et le detect, eh bien, vous surveillez en fait des événements. Donc, vous surveillez si un élément change de position ou de taille ou de ce qu'on veut, vous pouvez déclencher autre chose. Les mouse, donc ça, c'est... Donc là, on était sur le toucher hein, ici, bon, qui marche en partie avec la souris aussi. Hein, le tap et le clic, ça fonctionne. Après, vous avez des fonctionnalités très spécifiques à la souris, comme le mouse over et le mouse out, puisque que je sache que jusqu'à présent, aucun téléphone ne détecte si vous survolez un objet avec votre doigt sans le toucher. Donc, en revanche, la souris, elle, détecte que vous pouvez passer au-dessus d'un objet sans cliquer dessus. Donc ça, c'est l'entrée de la souris, mouse over, et la sortie de la souris sur un objet. Hein, comme ici, vous voyez, quand je rentre sur le conteneur, il s'active. Quand je sors du conteneur, il se désactive. C'est un mouse over, hop, et mouse out, je sors du conteneur. Mais j'ai pas cliqué, vous voyez, ça m'a juste montré que, voilà, il y a quelque chose qui existait. Le key press, bah, c'est quand vous pressez les touches, ça peut déclencher certaines choses. Quand vous faites le focus sur un champ de texte, ça peut déclencher des choses. Donc faire le focus, ça veut dire je clique dessus. Vous voyez, là, ça déclenche le focus par défaut d'un champ de texte sur un smartphone déclenche le clavier. Voilà. Et le return, bah, c'est quand vous tapez OK ou que vous tapez la touche entrée sur votre clavier, eh bien, ça peut déclencher d'autres événements ailleurs. Voilà. Et puis il y a la commande vocale. Vous pouvez détecter certains sons. Donc c'est pour vous dire que ça pousse vraiment loin les interactions. Hein. Sur XD, on n'a pas ça non plus. Donc, il y a une interface, une application qui vous permet de tester sur un téléphone tout ce que vous développez sur votre écran. Euh, donc, si ça détecte un certain son ou un certain niveau de son, et ben, ça va créer des, 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 des- des actions. Ça pourrait être, par exemple, en fonction du volume de son détecté, vous pouvez avoir une barre qui va montrer que le son monte haut ou pas en fonction du volume détecté. Le tilt, je me souviens plus ce que c'est. C'est banal, mais j'ai oublié. Le compas, ben, c'est quand vous tournez votre téléphone. Le 3D Touch, je ne sais plus exactement, je crois que c'est lié aux iPhones, ça. Le Proximity, ben, c'est quand vous vous éloignez, vous approchez votre téléphone de certaines choses. Alors, ça peut être détecté probablement par la caméra ou par peut-être par des notions de Wi-Fi ou de Bluetooth, je ne sais pas exactement. Et le receive, bah, vous pouvez aussi envoyer des messages et recevoir des messages parce que vous pouvez tester votre interactivité avec d'autres objets connectés, en fait. Voilà. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais enfin, pour ceux qui s'intéressent à ça, les objets connectés, vous avez une interface qui est connue des gens qui manipulent le, les circuits imprimés, etc. Vous avez Arduino, qui est une interface bien connue des ingénieurs et développeurs d'objets connectés. Et donc, vous avez une interface qui s'appelle BlockDot, je crois, qui vous permet de faire parler ProtoPie avec Arduino. Donc, vous pouvez avoir un objet connecté que vous pouvez activer depuis, par exemple, votre smartphone. Et donc, ça, vous pouvez le tester avec ProtoPie. Voilà. On va s'arrêter là hein, pour les interactions, parce qu'il y en a peut-être déjà qui sont perdus de loin, là. Voilà, donc ça, c'est les interactions. Alors évidemment, bon là, je vais prendre une interaction simple. Je vais enlever mon conteneur, je vais juste garder mon carré. Je vais dire que si je clique sur mon carré, il peut se passer des choses. Et donc, ces choses, vous voyez, j'ai un élément clic qui s'est mis pour mon carré, hein, euh, donc qui est associé à mon carré. On le voit ici à droite. Donc mon volet de réglage, là, quand je sélectionne un événement, me donne les réglages pour cet événement. Donc, vous voyez, je peux avoir le clic avec un doigt, mais aussi deux doigts, trois doigts, quatre doigts ou cinq doigts. Donc là, on est vraiment très proche du fonctionnement de l'objet qu'on veut tester.
Et donc après, ben, je peux déclencher plusieurs choses. Alors le move, ben, ça va être le déplacement d'un objet, mon objet ou un autre. Hein, on peut déplacer différentes choses. Le scale, ben, vous allez pouvoir modifier l'échelle de l'objet, vous allez pouvoir modifier sa rotation en 2 dimensions, sa rotation en 3 dimensions, son opacité, sa couleur, ses bords ronds, sa bordure, son ombre. Vous pouvez déclencher un background blur, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ce floutage propre notamment aux iPhones. Vous allez pouvoir modifier sa position dans les plans, arrière-plan, premier plan, etc. Vous allez pouvoir modifier le scroll. Vous allez pouvoir jump, c'est changer de page. Vous allez pouvoir envoyer un message. Donc, envoyer un message, c'est vers un autre objet ou vers... enfin bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais ça peut être aussi vers un autre objet. Hein. On parlait des objets connectés tout à l'heure. Donc, vous pouvez comme ça avoir des réponses entre votre smartphone et un objet connecté, des échanges de messages, qui sont des messages techniques, hein, bien souvent. Bien sûr, vous pouvez lancer un lien, vous pouvez modifier un texte, vous pouvez faire le focus sur un champ, un input, un champ texte. Vous pouvez déclencher une caméra, vous pouvez déclencher une lecture vidéo, vous pouvez déclencher la modification de volume, le vibreur du téléphone, speak, je ne sais plus exactement. Listen, bah, vous pouvez déclencher l'écoute du micro. Donc speak, c'est probablement l'écoute du micro, c'est un enregistrement. Speak, je ne sais pas. Peut-être déclencher un audio, tout simplement. Reset, vous pouvez revenir à l'état initial de votre page. Stop, vous pouvez arrêter les animations. Et assigner, vous pouvez assigner des données à une variable. Alors, on va le prendre, ça. Je peux dire que quand je clique sur, sur mon rectangle ici, je dis que, alors, admettons que j'ai quelque chose, que j'écrive quelque chose dans... Non, on va pas faire si compliqué. Voilà, admettons que je clique sur mon rectangle, je vais affecter un contenu à ma variable. Vous vous souvenez, ma variable nom, c'est une variable de texte qui est vide pour le moment. Donc, dans ma variable texte, je vais dire que je vais l'appeler, puisque je m'appelle François, voilà, que si je clique, et ma variable ici, j'ai la possibilité de la rendre, pour mes tests, hein, de la rendre visible. Donc, je ne sais plus où ça se passe. Ah oui, c'est ici. Vous voyez, ici, il y a un petit... Voilà. Alors, je vais la déplacer parce que là, on ne la voit pas. Voilà, voilà, ça, c'est ma variable. Vous voyez, ma variable de nom, elle s'appelle nom. Ça, c'est son nom à elle. Je pourrais avoir la variable prénom aussi. Et donc, elle est vide. Donc, après les 2 points, il n'y a rien. Donc, je dis que quand je clique sur le triangle, sur le rectangle, je veux que ma variable prenne mon prénom, en fait. Donc ça, si je le teste, ici, vous voyez, je clique sur le... Ah oui, il faut que j'assigne la bonne variable. Voilà, je veux que la variable nom prenne... bon, c'est mon prénom, pas très logique, le nom, le prénom, mais bon, bref, vous m'avez compris. Donc voilà, si je clique, hop, vous voyez, en haut ici, euh, la variable nom contient 2 points François. Et je peux modifier ça. Je pourrais aussi demander à ce qu'elle prenne une formule. Alors la formule, ça serait par exemple qu'elle prenne la valeur que je vais rentrer dans mon input ici. Donc là, je dis OK. Donc chaque fois que je fais des modifications, ma preview repart à 0. Hein. Vous voyez, la variable, c'est de nouveau vidé. Hein. Donc là, dans mon input, il n'y a rien. Donc si je clique sur mon rectangle, ma variable reste vide. En revanche, si je mets mon prénom dans l'input et que je clique sur mon rectangle, euh, ah oui, il faut que je mette input.text, je pense. Voilà.
Je ne dis rien parce que je vérifie ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est ça. Donc là, en fait, pour ceux qui sont habitués au script, hein, ce type d'écriture en JavaScript notamment, c'est connu. J'ai ici un objet qui s'appelle input, et cet objet contient un certain nombre d'informations. Il y a sa position sur l'écran, en X, en Y, en X ou en Y, il y a sa taille, il y a sa couleur de fond, il y a le texte qu'il contient. Enfin bon, input en soi, c'est plein d'informations. Et moi, celle qui m'intéresse, c'est le texte qu'il contient. Donc, je choisis input.text pour dire que je veux récupérer le texte de input et le mettre dans ma variable. Donc, évidemment, vous imaginez tout ce qu'on peut faire derrière, puisque je vais pouvoir récupérer sur l'écran suivant, puisque ça, c'est une variable, je vous rappelle, qui est valable pour tous les écrans. Donc, même si je change d'écran, ma variable sera toujours là. Vous voyez? Bon, là, c'est vidé parce que du coup, je suis retourné sur la fenêtre. Donc, ça réinitialise tout, mais elle est partout, hein. Donc, voilà, quoi que je mette ici, hop. Si je faisais un enchaînement dans ma preview, eh bien, d'un écran à l'autre, ma variable nom s'appellerait toujours de la dernière valeur, contiendrait toujours la dernière valeur que j'ai mise dedans. Donc, vous voyez, on a comme ça des possibilités de récupérer des choses, de mettre dans les variables avec des formules, des syntaxes, hein, ce qu'on appelle ici. Donc, ceux qui connaissent ce langage de développement de syntaxe, d'objets, de variables, etc., sont familiers avec ça, ça les étonnera pas beaucoup. Et il y a aussi un certain nombre, alors, je pourrais dire aussi que je rentre le texte de l'input, plus autre chose, par exemple, je sais pas moi, plus, bon là, ça n'a pas de logique ce que je fais, mais plus une autre valeur, input par exemple. Bon ben là, ok, hop. Si je rentre quelque chose, vous voyez, c'est rock plus input. Donc je peux combiner en fait les contenus avec d'autres choses. Donc là, je commence à avoir un début de syntaxe, vous voyez, qui me permet de faire des associations, de faire des calculs, etc., etc. Et il y a aussi des fonctions prédéfinies dans, donc là, dans ProtoPie, hein, dans Learn, vous avez la documentation qui est très bien faite, très facile à parcourir. Donc vous avez, ce qu'on est en train de voir, c'était les formules, hein, la syntaxe, etc. Vous avez les variables qu'on a évoquées tout à l'heure. Et vous avez aussi dans les formules, vous avez ici les fonctions. Donc vous avez un certain nombre de fonctions prédéfinies. Par exemple, si vous avez un input pour le nom et un input pour le prénom, vous pouvez utiliser la fonction concat le texte contenu dans l'input nom et le texte contenu dans l'input prénom, les associer ensemble pour afficher nom-prénom. Vous voyez, ici j'ai un exemple. Concat hello et world, ça fait hello world. J'aurais pu mettre un espace aussi en plus. Voilà, donc vous avez tout un tas de fonctions prédéfinies ici qui vous permettent d'effectuer un certain nombre d'opérations. Une qui est bien connue, par exemple, quand les gens tapent des mots de passe dans des champs, en général, on supprime tous les espaces avant et après le mot de passe, parce que ça peut être des erreurs tout simplement, donc on les efface tout le temps. C'est une fonction qui s'appelle trim en JavaScript, et là, ils ont gardé le même nom. Donc ça permet de supprimer les espaces avant et après un mot, vous voyez. Vous avez les regex, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Les opérations aussi, euh, faire prendre le plus petit nombre ou le plus grand nombre entre deux nombres, les valeurs absolues, etc. Prendre un nombre aléatoire entre 0 et 1 ou entre 0 et 100. Bon, en général, on prend entre 0 et 1 parce que comme c'est les nombres à virgule, ça vaut entre 0 et beaucoup.
Voilà, donc il y a des tas de fonctions, vous voyez, sur les couleurs, etc. Donc, voilà, voilà, en gros, ProtoPie, vous voyez, c'est assez poussé. Et comme je vous le disais, après, bon, vous avez une application qui vous permet de tester votre prototype sur un smartphone, notamment pour toutes les fonctions de toucher, de zoom au toucher, que vous ne pouvez pas tester hein, sur un écran. Euh, enfin, sur un écran qui n'est pas tactile, en tout cas. Euh, voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Alors après, bien sûr, ben, comme dans XD, on peut partager dans le cloud ce qu'on a fait. On peut le partager donc sur un écran de smartphone et le run, je ne sais plus ce que c'est exactement. Bref. Donc voilà. Alors, autre chose, hein, vous avez vu que un prototype, c'est un format d'écran avec plusieurs pages, mais un seul format. Alors que sur XD, on peut mélanger différents formats d'écran. Là, c'est pas le cas. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous donnera une petite idée de la différence entre un ProtoPie, un logiciel comme ProtoPie et des logiciels comme Sketch, Figma ou XD. Voilà. ProtoPie, c'est vraiment pour pousser plus loin l'aspect technique des tests d'interactivité, en fait. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne découverte de ProtoPie, si c'est un outil qui vous est utile, qui vous intéresse. Alors, sachez que ProtoPie, hein, bon, il y a une version gratuite, mais qui est vite bloquante. Donc, c'est un logiciel qui est payant et qui est pas donné, hein, puisque ça coûte plus cher que tous mes logiciels Adobe réunis d'abonnement par mois, parce que je crois qu'on est autour de, je sais plus quels sont les plans, voilà, en free, hein, en pro, donc on a les limites ici en free. En pro, c'est 67 dollars par mois en abonnement annuel et près de 80 dollars par mois en abonnement sans engagement. Et l'entreprise, c'est une mise en place particulière puisque vous pouvez avoir un cloud dédié bien à vous. Voilà. Il y a aussi beaucoup d'autres outils concernant le partage avec les équipes, les librairies d'objets, les librairies d'interaction, etc. Je rentre pas là-dedans. Ça intéresse beaucoup les techniciens, les ingénieurs, peut-être un petit peu moins les publics comme nous, qui sommes plutôt de base quand même des designers et des créatifs. Mais si vous avez, comment dire, enfin, bon, je sais que moi, je peux aller plus loin que simplement le design ou la créa, et je dois pas être le seul, hein. Donc, si vous êtes intéressé par ça, voilà, ben, n'hésitez pas à vous pencher sur Protopie. Donc, bonne découverte et bonne continuation et bonne vie à vous et à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao!